où l'on a une vue spectaculaire sur le fleuve Hudson, n'est pas habitué aux tragédies. Jusqu'à ce qu'un chauffeur de taxi apprécié de tous accepte une course a priori banale. Mary Givens a passé sa vie à Peekskill. Les parents et les élèves ont beaucoup d'estime pour cette enseignante. D'ailleurs, même après avoir obtenu leur diplôme, certains restent en contact avec elle. Comme Terry Kemper. Vous étiez l'une des profs de Terry en 6e. Comment était-il à l'époque? Terry était le type d'élève qu'on adorait avoir dans sa classe. C'était un très gentil garçon. Si un autre élève était pris pour cible ou si on était injuste avec lui, il intervenait toujours. En 2012, Terry est marié à Béatrice. Il est bien connu dans la petite ville. C'est un géant au grand cœur. Un homme jovial qui a presque toujours le sourire aux lèvres. Il venait souvent me voir pour me parler de ses objectifs et de ses projets de vie. Son rêve, c'était de posséder sa propre compagnie de taxi, parce qu'il voyait souvent des personnes âgées qui avaient besoin d'aide pour aller chez le médecin ou faire leurs courses. Il a commencé dès la fin du lycée. Après le lycée, il rendait service à la population de Peekskill. Quand j'entends la façon dont tout le monde parle de lui, j'ai l'impression qu'il était presque le maire officieux de Peekskill. C'est vrai. À Peekskill, tout le monde connaissait Terry. Quand quelqu'un avait un problème, il essayait de l'aider. Terry est comblé. Il a un travail, une femme qu'il aime et de nombreux amis. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Puis il y a eu le 3 octobre 2012. Oui. Vous l'avez vu? Oui, j'allais en Californie. J'étais invitée au mariage du fils d'une amie. Terry est venu me chercher pour me conduire à l'aéroport de Westchester. C'est la dernière fois que vous l'avez vu. Oui. Il m'a déposé à l'aéroport et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Peu après 14 heures, une factrice fait sa tournée lorsqu'elle remarque une voiture garée au bord de la route. Elle s'approche et constate que le conducteur ne bouge pas. Il ne réagit pas. Inquiète, la factrice appelle les secours. I'm on Pine Street. I'm the letter carrier. Okay. There's a dead man on the street. On Pine Street? Yeah, he's in his car. He looks like he probably had a heart attack. Oh boy. Il s'agit de Terry Kemper. Ralph Dalizo est de service ce jour-là. Donc vous arrivez. Il y avait déjà des officiers sur place. Ils étaient autour d'une voiture grise qui était garée un peu en travers sur la route. Les secouristes s'occupaient de Monsieur Kemper. Ils l'ont mis sur un brancard et l'ont transporté à l'hôpital. On vous a appelé pour une urgence médicale, mais vous avez découvert autre chose. Les premiers officiers qui sont arrivés ont essayé de trouver un pouls. Ils ont découvert qu'il avait du sang à l'arrière de la tête. Ils ont compris qu'on lui avait tiré dessus. C'est un meurtre. Oui. Quelles sont les premières constatations? La voiture n'était pas verrouillée. Sur la banquette arrière, on a retrouvé une balle de calibre 25 mm. Et un étui du même calibre. Est-ce que vous aviez des indices qui vous permettaient de savoir ce qui s'était passé? Non, il manquait seulement son portable et les clés de la voiture. Le portable, les clés,
Un chauffeur abattu dans son taxi? Quel est le premier scénario que vous ayez envisagé? On a retrouvé les balles sur la banquette arrière. Ça ressemblait à un vol qui avait mal tourné. L'enquête débute. Et la procureure adjointe, Laura Murphy, arrive sur les lieux. J'étais assignée au meurtre ce jour-là. Quand c'est le cas, s'il y a un décès suspect, on m'appelle et je me rends sur place. Je fais de mon mieux pour aider la police. Les gens pensent souvent que le procureur récupère l'affaire au tribunal. Mais pour les meurtres, on nous la confie dès le moment où il est commis. Ça nous facilite la tâche pour le procès, pour l'enquête, et ça permet d'orienter l'enquête dans la bonne direction. On ne se contente pas de regarder des photos des lieux du crime. On est sur place et on peut tout observer. Quand les policiers ont commencé à fouiller les environs, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils n'ont pas trouvé d'éléments matériels à part dans la voiture. Cela dit, ils ont identifié des témoins, et ça, c'est très important. L'un d'eux nous a permis d'estimer l'heure à laquelle Terry a été tué. Elle a dit que c'était sans doute arrivé vers 13h40. Comment elle le savait? Cette femme regarde la série Perry Mason tous les jours à la même heure. Elle sait à quelle heure il y a la coupure pub. Et elle a dit que c'était arrivé vers le milieu de l'épisode de Perry Mason. J'adore ce type d'histoire, parce qu'il y a de quoi penser qu'on a tout inventé. Mais c'est comme ça qu'une personne peut affirmer quelque chose avec certitude. Quand elle s'appuie sur son train-train quotidien, elle savait que c'était à l'heure de sa série. Exactement. Les enquêteurs ont une autre piste lorsque l'une des amies de Terry, Ruth Smith, les contacte. Ruth Smith était la meilleure amie de Terry. Et il n'y avait pas de sentiments amoureux. Elle était sa meilleure amie. Il passait souvent la chercher et ils se baladaient en voiture ensemble. Il était avec Ruth vers 13h, 13h30. Ruth explique que Terry a reçu un appel. Il ne reconnaît pas le numéro et il a du mal à comprendre son interlocuteur. C'est Ruth qui a pris le téléphone et qui a parlé à cette personne. Elle a vu que le numéro portait l'indicatif 201. Elle n'a pas reconnu la voix de cet homme. L'homme voulait qu'on vienne le chercher tout de suite au 118 Pine Street. Terry a dit « Dis-lui que j'arrive dans 15 minutes. Je te dépose d'abord chez toi. » Il a déposé Ruth à 13h35. Ruth lui a dit « Appelle-moi quand tu arrives là-bas, je veux savoir qui c'était. » Pourquoi elle lui a demandé de l'appeler quand il récupérait ce client? Terry ne supportait que des gens qu'il connaissait. C'était forcément quelqu'un qui avait donné le numéro de Terry à cet homme. Ruth était curieuse. Est-ce que ça vous a aidé pour l'enquête? Oui, beaucoup. Ce qu'on a découvert, c'est que c'était cet homme mystérieux qui avait attiré Terry dans Pine Street. On sait que Terry ne repartira pas vivant. Soit cette personne est un témoin capital, soit elle est impliquée. La police contacte l'opérateur et demande les fadettes de Terry. En attendant, l'interlocuteur lui donne la première piste solide. Le téléphone de Terry est toujours allumé. C'est quelque chose d'inhabituel. Quand quelqu'un vole un téléphone, généralement, il l'éteint pour qu'on ne puisse pas le localiser. Là, le téléphone est toujours allumé. On a eu de la chance. Il était allumé et il bornait encore. Généralement, on les éteint ou on les détruit. L'opérateur donne la dernière localisation du téléphone à la police. Les enquêteurs espèrent pouvoir le retrouver et mettre la main sur le meurtrier de Terry. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle était l'importance de ce téléphone? Le premier jour de l'enquête, ce téléphone était l'indice le plus important. Il fallait le retrouver.
On devait savoir ce qu'il contenait. C'était notre priorité. Le 3 octobre 2012, Terry Kemper, un chauffeur de taxi, accepte une course. Il est alors abattu. Son téléphone a disparu, mais il est toujours allumé. Avec l'aide de l'opérateur, la police cherche à le localiser. Elle espère que le téléphone la mènera au meurtrier. On vous a donné des coordonnées de l'endroit où le téléphone a borné. Ça vous a mené où? Le téléphone se trouvait près de West Point, à une quinzaine de kilomètres de Peekskill, sur la rive gauche du fleuve Hudson. Il semblerait que le téléphone soit sur la route nationale 9W, une artère fréquentée, bordée d'arbres et d'herbes. La personne qui a volé le téléphone l'aurait donc jeté. Mais les policiers n'abandonnent pas. Ils espèrent tomber sur un indice. Les enquêteurs se sont rendus sur place avec des renforts d'un autre commissariat. Ils ont cherché dans l'herbe le long de la route. On n'avait pas de localisation précise, donc ils ont ratissé très large. Ce n'est pas facile de faire des fouilles à proximité d'un axe routier. Pour commencer, il y a beaucoup de bruit. Comment vous vous y êtes pris pour trouver ce téléphone? C'est vrai qu'il y a du bruit. On a fait fermer la route pendant quelques minutes. Les policiers ont besoin de silence, et c'est chose faite lorsque la route est fermée. Ils composent le numéro de Terry et essaient d'entendre la sonnerie. On a trouvé le téléphone sous la glissière de sécurité, au bord de la route. Malheureusement, le téléphone ne permet pas d'identifier le meurtrier de Terry. Il offre tout de même quelques pistes. C'est sans doute la personne qui a tué Terry qui a pris le téléphone et qui s'en est débarrassé. On a fait des analyses ADN. En attendant les résultats, les enquêteurs examinent les fadettes de Terry. Ils découvrent le numéro de téléphone de la personne qui a demandé à Terry de passer la prendre. Je crois que 2 enquêteurs ont composé le numéro. Ils sont tombés sur la boîte vocale et le message disait « C'est John ». Et ils n'ont pas laissé de message, évidemment. On a essayé de rappeler un peu plus tard, mais le numéro n'était plus attribué. On enquête sur John. Oui, on a fait des recherches pour identifier la personne à qui appartenait ce numéro. On espérait que ce n'était pas un téléphone prépayé. Malheureusement, c'était le cas. Les téléphones prépayés sont sans engagement et réglables en espèces. Malheureusement pour la police, aucune pièce d'identité n'est nécessaire pour les acheter. Et maintenant? On a obtenu les fadettes de ce numéro. Nos recherches ont permis de découvrir qu'un numéro localisé à Peekskill avait appelé ce correspondant le soir même. Après le meurtre? Oui, c'était un élément très intéressant. La police a entré ce numéro dans son système pour identifier la personne qui l'avait appelé et on a obtenu un résultat. Il s'agit de Sandra, une femme qui vit depuis longtemps à Peekskill. On a envoyé des enquêteurs chez elle pour savoir qui elle avait appelé et pour quelle raison. Parlez-moi de la discussion que vous avez eue. On lui a dit « Vous avez appelé ce numéro cet après-midi à telle heure. Qui avez-vous appelé? Vous vous souvenez de ce numéro ?» Elle a répondu « C'est le numéro de John Murray. » Cette femme vit à Peekskill. Pourquoi a-t-elle appelé John Murray? Elle a expliqué que John Murray était un ami de Beatrice Kemper, la femme de Terry. Elle voulait lui annoncer le décès de Terry. Là, j'entends les signaux d'alarme qui se déclenchent dans ma tête. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit quand elle vous a donné toutes ces informations? Ça nous a interpellés. Quelle relation John Murray entretenait avec Beatrice Kemper? John Murray connaissait-il Terry Kemper? Pourquoi était-il à Peekskill? Pourquoi lui a-t-il demandé d'aller à cette adresse?
Maintenant, vous devez enquêter sur John Murray. Oui, on était toujours le 3 octobre et il devait être presque minuit. J'étais dans le bureau d'un des enquêteurs et on travaillait sur l'affaire. On a entré le nom de John Murray dans l'une des bases de données de la police et on a entendu « Oh », suivi d'un juron, et vous n'allez pas le croire. John Murray est en liberté conditionnelle depuis peu. Il avait été condamné pour 2 meurtres. Un, c'est déjà beaucoup. Là, c'est 2. 2. John Murray a commis ses meurtres en 1977 et a passé plus de 30 ans en prison. En novembre 2011, 1 an avant le décès de Terry, il est placé en liberté conditionnelle. À partir de là, que faites-vous? Grâce à Sandra, on sait que John Murray connaît Beatrice Kemper, la veuve de Terry Kemper. Les enquêteurs se sont donc rendus chez elle pour l'interroger. Qu'a-t-elle dit à ses enquêteurs? Ils lui ont montré une photo de John Murray et ils lui ont demandé si elle le connaissait. Elle a dit qu'il était sorti avec sa sœur plusieurs années auparavant, mais qu'elle ne savait pas comment il s'appelait. Vous avez trouvé son adresse? Oui, parce qu'il était en liberté conditionnelle. Il était domicilié à Newburgh. On l'a convoqué au poste de police là-bas et il a été brièvement interrogé. Il a dit qu'il n'était pas à Peekskill. Il a affirmé qu'il était allé jouer au bowling ce jour-là. Ils lui ont demandé son numéro de téléphone, il l'a donné, mais ce n'était pas celui qu'on avait. Quand ils lui ont parlé du numéro en question, Is she talking to me? She talking to me on this number? No. The number that she has, it's definitely a 201 number. And she said it was the number that she used to call. Maybe probably you used that number before, a month ago, or anything like that. You check it out. I ain't got no phone registers. Nothing. You know, when I call that number, it's your voice recording on it. Phone, whatever. It's John. ça s'est arrêté là. Quand on lui parle du numéro qui a appelé Terry Kemper, il met fin à l'interrogatoire. C'est ça. On est toujours libre de répondre à la police ou pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser au tribunal. Mais les enquêteurs doivent se dire que c'est encore un élément qui le rend suspect. Oui, parce que si l'on en croit cette femme de Peekskill, Sandra, on sait que ce numéro est bien celui de John Murray. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait creuser encore. John Murray donne son numéro de portable aux policiers. Ces derniers décident donc d'examiner ses fadettes. Quand on a obtenu ces fadettes, on a découvert que le portable de M. Murray avait borné sur des antennes relais le long du fleuve Hudson, en direction de Peekskill. Il a borné à Peekskill entre 13 et 14 heures, à l'heure où M. Kemper a été tué. Comment fait-on pour aller de Newburgh à Peekskill? Ou vice-versa? On pense qu'il a emprunté le pont de Bear Mountain. Le pont de Bear Mountain est le moyen le plus rapide de se rendre à Peekskill depuis Newburgh, où vit John Murray. La police pense que le pont lui permettra de prouver que John Murray s'est fabriqué un alibi.
Les caméras de surveillance apporteront peut-être des preuves. Où sont placées les caméras sur ce pont? Il y a des caméras au niveau de la gare de péage, ici, et 2 autres de l'autre côté sur la maison là-bas. Vous cherchez John Murray. Vous saviez quelle voiture il conduisait? Oui, c'était une Dodge Néon rouge. Grâce au numéro de portable de M. Murray, on a établi qu'il était allé vers la ville de Peekskill. Qu'est-ce que vous avez vu sur les images? On a vu le véhicule de M. Murray emprunter le pont en direction de Peekskill vers 13 h. Comment avez-vous su que la voiture rouge sur les images était bien celle de John Murray? Sa voiture était enfoncée à l'avant. Elle était facilement reconnaissable. Vous le voyez aller dans cette direction. On le voit repartir? Environ 1 heure plus tard, vers 14 h, on voit sa voiture traverser le pont dans le sens inverse. Ça correspond exactement à l'heure à laquelle Terry Kemper a été tué. Les données GPS du téléphone et ces images prouvent que John Murray a menti au sujet de son alibi. La police est convaincue qu'il a tué Terry Kemper. Mais le procureur a besoin de la dernière pièce du puzzle avant de lancer des poursuites. Le mobile de John Murray. Et il va obtenir une réponse de façon assez surprenante. À ce moment-là, toutes les preuves désignent John Murray. Mais on a l'impression qu'il vous manque un élément clé pour relier l'ensemble. Où l'avez-vous trouvé? Béatrice est la clé. La police pense que John Murray, un criminel déjà condamné, a tué Terry Kemper, 53 ans. Ce qu'elle ignore, c'est la raison pour laquelle il s'en est pris à lui. Mais elle va vite le découvrir en analysant le dossier pénitentiaire de John Murray. Vous avez consulté le dossier de John Murray. Qu'est-ce que vous avez appris? La principale information, c'était qu'une femme prénommée Beatrice Ingram lui avait rendu visite à de nombreuses reprises. Béatrice, ce n'est pas un prénom courant ici. Les enquêteurs ont cherché à identifier cette Beatrice Ingram. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que c'était le nom de jeune fille de la femme de Terry. Et là, on s'est dit bingo. Béatrice a dit aux policiers qu'elle ne connaissait pas John Murray. Donc vous avez vérifié si elle lui avait rendu visite en prison. Oui. On voulait découvrir quelle était la nature de leur relation. Et les prisons ont des registres fiables. On a aussi vérifié le nombre d'appels passés, s'il y en avait. Combien d'appels y a-t-il eu? Entre mai 2011 et sa libération, en novembre 2011, ils se sont appelés plus de 900 fois. Tous les appels ont été enregistrés. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un mandat de perquisition et on a obtenu ces enregistrements. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai dû tous les écouter. But I wanted my hair to be out. I usually don't have it out. I usually just get it done and I have them wrap it. And then later on I let it fall down. How you like it to be fall down, like with the hot iron? Dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez appris en écoutant ces conversations qui ont commencé en mai 2011? On a découvert qu'ils étaient vite devenus intimes, dans la mesure du possible, puisque lui était en prison. Et on a aussi appris qu'ils avaient le projet de vivre ensemble. So by the first of the year, we'll be together for good. By the first of the year, we'll be out of there. All right? Okay. That's going to be my birthday present, right? We'll be together forever. Bien évidemment, on se dit que Béatrice Kemper nous cache des choses. Dès le lendemain, on décide de la convoquer au poste de police pour l'interroger sur la nature de sa relation avec John Murray.
L'interrogatoire a duré longtemps, entre 6 et 7 heures. Au début, elle était calme. Ça a bien commencé. On a essayé de la faire parler de sa relation avec John Murray. No contact. And your sister? No contact either? Not that I know of. Hey, can I go from this for a second? Would you mind? No. Okay. It's touchy because, again, I think there was big emotional thing, if not physical thing, to him. Here's my problem. Don't get caught up in this, please. Listen to me. You gotta be honest with me. Elle a changé sa version par rapport à la veille. Elle avait dit qu'elle ne le connaissait pas et qu'il était seulement sorti avec sa sœur. Don't get jammed up. Okay. We are friends. Okay? We are friends. Okay? It's just that when you saw your picture, it was a shock. We are friends. That's it. Elle a reconnu qu'elle le connaissait et qu'elle était en contact avec lui depuis 1 an. We would call on the phone, we would talk. That's it. Elle vous donne des éléments par-ci par-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On se dit qu'elle en sait plus sur la mort de son mari qu'elle ne veut l'admettre. I'm telling you, we have more information than you want us to have, and we have more information than he certainly wants us to have. Why would he want to hurt Terry? I don't know why he want to hurt you. I never... Béatrice campe sur ses positions. Mais elle fait quelques révélations au sujet de leur relation. Béatrice a rencontré John Murray au début des années 90. Elle est allée au centre de détention d'Attica un jour où les détenus avaient le droit de recevoir des invités. C'est là qu'elle a rencontré John. À l'époque, John était plus proche de la sœur de Béatrice. Béatrice traversait une mauvaise passe. Elle avait été mêlée à un trafic de drogue. Elle s'est installée dans le comté de Westchester et à la fin des années 90, on l'a arrêtée. C'est à ce moment-là qu'elle a reçu une lettre de John Murray et lui disait « Garde la tête haute, on vit tous des moments difficiles, mais ça va aller. » Ça lui a remonté le moral et ils ont commencé à s'envoyer des lettres. Elle a décidé de lui rendre visite en prison. C'est à la même époque qu'elle a rencontré Terry Kemper. Mais il était gentil avec elle et ils sont devenus amis. Petit à petit, leur relation a évolué. John était en prison, Terry avait un travail, il avait sa propre entreprise. Alors elle a choisi Terry. Et ils se sont mariés et elle n'a plus eu aucun contact avec John Murray. Mais en 2011, le mariage commence à battre de l'aile. Béatrice n'est plus heureuse avec son mari. Elle envoie une carte d'anniversaire à John Murray en prison. C'est comme ça qu'ils reprennent contact, après toutes ces années? Oui. Tout est parti d'une carte d'anniversaire. Tout est parti de cette carte et de ce qu'elle attendait. Elle espérait que ça raviverait la flamme et qu'il la recontacterait, et ça a été le cas. Les policiers ne comprennent toujours pas pourquoi Terry a été tué. Béatrice aurait pu se contenter de divorcer. Les conversations téléphoniques vont leur apporter une réponse. On comprend que John Murray la contrôle. Like I said, you know, Mom, I got a head on my shoulders. You know what I mean? The time You always did. I do what I can, you know. I don't take chances. I take calculated risks. You know what I'm saying? Il lui dit, quand je te dis quelque chose, tu le fais. I hear you. It's no use taking chances where you don't need to be. We don't need to be in that game no more anyway. You don't know that. Yes, I do know that. You don't. Écoute-moi, n'en parle à personne. Ne dis rien à tes enfants. Elle est amoureuse. C'est très intéressant de découvrir l'aspect psychologique de tout ça. Certaines personnes sont vraiment capables de dominer les autres. Cet homme est en prison. Oui, et lors de leur deuxième conversation, le 16 mai, il lui dit de souscrire une nouvelle assurance vie au nom de son mari.
Ça fait des années qu'elle n'a pas eu de nouvelles de lui. Il est en prison et dès le deuxième appel, il lui dit de souscrire une nouvelle assurance vie pour son mari. Elle s'exécute. Terry avait déjà une police d'assurance d'un montant de 25 000 $. Et ce, bien avant que John Murray ne revienne dans la vie de cette famille. Après le 16 mai 2011, il y a eu une police de 50 000 $, puis une de 5 000 $. Tout ça pour 80 000 $. Ce n'est pas beaucoup. La vie vaut bien plus que ça. C'est l'appât du gain. You gotta understand, you're just fighting yourself, man. I know. Listen. Béatrice explique aux enquêteurs que John et elle avaient prévu d'ouvrir un sex shop avec l'argent de l'assurance vie. Elle ajoute qu'elle a pratiquement assisté au meurtre. Pendant l'interrogatoire, elle nous a dit que John Murray l'avait appelé de l'endroit où se trouvait Terry le jour du meurtre. He said it's done. It's done? And what did he say? He didn't say exactly what he done, he just said it was done. And that's it. Elle les a entendus parler. On pense qu'il était au téléphone avec elle juste avant de tuer Terry Kemper. Elle vous raconte qu'elle entend son mari. Elle connaît John Murray, elle sait ce qu'il s'apprête à faire. Dans quel état était-elle quand elle vous en a parlé? And then what did he say to you? He said, I'll talk to you later. Elle était très froide, nonchalante, comme si c'était un appel ordinaire. Quand une personne amoureuse est manipulée, il est difficile de la libérer de cette emprise. Béatrice a tout abandonné pour John Murray. L'idée qu'elle ait fait ça pour rien est aussi terrifiante que la prison. Il faut absolument qu'elle coopère, sinon le dossier de l'accusation ne reposera que sur des preuves indirectes. Les analyses ADN sur le téléphone n'ont rien donné. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Il sera difficile d'obtenir une condamnation. Béatrice va-t-elle faire volte-face? Ou son amour pour John Murray continuera-t-il à l'aveugler? John Murray est arrêté pour le meurtre de Terry Kemper. La police pense qu'il a manipulé Béatrice, la femme de Terry, et qu'il avait prévu de garder l'argent pour lui. C'est Laura Murphy qui va se charger de l'affaire et elle se pose une question. Béatrice trahira-t-elle son amant? C'est ici qu'a eu lieu le procès de John Murray pour le meurtre de Terry Kemper. Quels étaient les principaux obstacles? Le principal obstacle, c'était Béatrice Kemper. Il fallait la préparer à témoigner devant les jurés, devant la personne avec qui elle avait comploté et devant la famille de la victime. Et c'est ce qu'il y avait de plus stressant à l'ouverture du procès. L'accusation fait une proposition à Béatrice. Elle plaide coupable de meurtre, témoigne contre John Murray et elle ne sera condamnée qu'à 15 ans d'emprisonnement. Elle accepte. Elle a perdu son mari. Elle est complice de son meurtre et maintenant, elle doit témoigner au procès de l'homme avec qui elle pensait faire sa vie. Comment s'est passé son témoignage durant le procès? La première chose à faire, c'était de sélectionner les conversations téléphoniques qu'on allait utiliser. On devait lui faire écouter pour qu'elle identifie sa propre voix et celle de John. Quand on les a diffusées, on a bien vu qu'elle avait honte. Elle se sentait humiliée parce qu'elle savait qu'il y avait des conversations très intimes. On parle d'une personne qui a des enfants qu'il aime et des petits-enfants. Et elle va aller en prison. Tout ça pourquoi? Béatrice respecte l'accord et reconnaît qu'elle est complice. L'accusation doit présenter d'autres preuves pour corroborer ses dires.
Est-ce qu'il y a une pièce à conviction qui permettait de créer le lien entre tous ces éléments? Le portable. C'est le numéro qui commence par 201 qui a poussé Terry à aller dans cette rue où il a été abattu. Ce qu'il fallait prouver, c'est que c'était le numéro de John Murray et qu'il avait ce téléphone avec lui le 3 octobre. Vous aviez aussi les conversations téléphoniques entre John Murray et Beatrice Kemper. Il y en avait plus de 900. Vous avez décidé d'en utiliser combien? On a décidé de sélectionner celle où on sent bien que John Murray contrôle Béatrice et celle où il parle de son plan. Il dit qu'il va tout étudier dans les moindres détails. Il fallait qu'on montre quel était le mobile, qu'on sélectionne nos pièces à conviction, pour que le jury ne se sente pas submergé d'informations. Il y a eu une requête d'avant-procès. Avec le juge, on a passé en revue les enregistrements qu'on allait utiliser. Le problème qui se posait, c'était que les jurés allaient découvrir qu'il était en prison au moment des faits. On a discuté de toutes ces modalités avant l'ouverture du procès. Vous pouvez seulement préciser qu'il était en prison pour une toute autre affaire et vous ne pouvez pas en dire plus. C'est à peu près ça. Béatrice l'a rencontré au centre de détention d'Attica. L'avocat de la défense ne voulait pas qu'on utilise le mot Attica. On a dit, entendu, on dira seulement centre de détention. On s'était mis d'accord et on a soigneusement choisi le vocabulaire qu'on allait utiliser. Vous avez employé le mot plan à plusieurs reprises. Sauf erreur de ma part, ce n'est pas un hasard si ce mot revient tout le temps. C'est lui qui l'a dit. Dans quel contexte a-t-il dit ça? Est-ce qu'il dit sans équivoque qu'il ne veut pas qu'on découvre son plan? Ou qu'il a tout planifié? Il apparaît clairement qu'il ne va pas exécuter son plan tant qu'il n'a pas tout prévu dans les moindres détails. Comme il le dit, il s'est déjà fait attraper une fois et il ne veut pas que ça lui arrive à nouveau. Il voulait donc attendre que son plan soit prêt. Avant la fin du procès, un visage familier témoigne. On vous a demandé de témoigner au procès. Oui, parce que je suis montée à bord de son taxi le jour de sa mort. Les policiers sont venus chez moi pour me demander un échantillon d'ADN. J'ai reçu une citation à comparaître. Donc j'ai témoigné au procès. Vous avez dit que ça a été un moment très difficile parce que vous vous êtes retrouvé face au meurtrier présumé de Terry. Oui, je serais incapable de vous dire à quoi il ressemble ou ce qu'il portait parce que j'ai choisi de ne pas le regarder. Je ne voulais pas le voir ni apprendre quoi que ce soit à son sujet. Comment avez-vous vécu ça? Ça a été vraiment dur. Mais d'un autre côté, j'espérais que d'une certaine manière, j'allais contribuer à obtenir justice pour Terry. Le procès touche à sa fin. Les jurés vont décider si Terry obtiendra justice. Vous êtes procureur, donc vous comprenez. Le moment le plus difficile dans un procès, c'est quand on attend le verdict, parce qu'on ne contrôle plus rien. C'est ce que j'allais dire. Tout dépend de ce qu'on a fait juste avant. Là, c'est quelqu'un d'autre qui décide, et on ne peut plus rien faire de plus. Oui. J'étais inquiète parce qu'on avait déjà condamné cet homme pour 2 meurtres. Je me demandais si on avait été assez efficace. Verdict. Il a été déclaré coupable d'assassinat et de port illégal d'une arme pour le pistolet 25 mm dont il s'est servi pour tuer Terry Kemper. J'étais soulagée. John Murray croyait que son plan était parfait. Heureusement pour la famille de Terry, il a commis quelques erreurs. John Murray a sous-estimé plein de choses. C'est pour ça qu'il s'est fait arrêter. Il a sous-estimé la technologie. Il a sous-estimé les habitants de Peekskill.
que ce soit la factrice ou les voisins. C'est une ville où les gens prennent soin les uns des autres. S'ils voient quelque chose, ils s'arrêtent et interviennent. Je crois qu'il a aussi sous-estimé Beatrice Kemper. Il pensait la contrôler. Je suis convaincue qu'il s'est dit qu'elle ne parlerait pas et qu'elle l'écouterait. Mais ça n'a pas été le cas. Finalement, elle a dit la vérité. Et la peine? La perpétuité incompressible. La peine prévue pour un assassinat, c'est entre 20 ans d'emprisonnement et la perpétuité. Et il ne bénéficiera pas d'aménagement de peine. Toutes les affaires sont importantes pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce que vous avez retenu de celle-ci? C'est une affaire qui m'a beaucoup touché parce que Terry était quelqu'un de gentil. C'était le géant au grand cœur de Peekskill. Malheureusement, quand on fait ce métier, on voit des choses horribles. Terry Kemper était quelqu'un de bien. Il ne méritait pas ça, sa famille non plus. Je voulais faire quelque chose pour cette famille et ça a été une vraie satisfaction d'obtenir justice pour Terry. Qu'est-ce qui vous manque chez lui? J'aimais passer du temps avec lui. Son sourire me manque. Quand on me parle de lui ou que je pense à lui, c'est de ne pas l'associer à la fin tragique qu'il a eue. Je préfère me concentrer sur les aspects positifs de sa vie. Je l'appréciais beaucoup.